Merci de nous rejoindre pour cette deuxième partie du 14h de Radio J. Tout de suite, c'est l'heure du grand entretien consacré au renseignement. Bonjour Philippe Basset. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste, longtemps rédacteur en chef de la lettre Intelligence Online, et vous publiez avec Pierre Gastineau un livre passionnant que je montre à la caméra, intitulé Conversations secrètes, le monde des espions, paru chez Fayard en partenariat avec France Culture. Votre travail est en effet issu d'une série documentaire diffusée chez nos confrères à l'été 2019, et c'est une enquête qui accorde une place éminente aux praticiens et pas seulement à leurs actions, comme ça peut être le cas dans d'autres ouvrages sur ces sujets-là. Philippe Basset, comment êtes-vous parvenu à convaincre ces hommes de l'ombre de vous parler ? Parce qu'on les fréquente depuis très longtemps. En fait, Pierre, mon co-auteur, et moi, on a, comme vous le disiez, dirigé successivement cette lettre d'information qui s'appelle Intelligence Online, qui est un peu, qu'on aime bien décrire comme la Gazette des espions, parce que c'est vraiment ça. En fait, c'est une publication professionnelle sur l'espionnage à la fois public et privé, qui existe depuis les années 80. Et donc, tous les gens qui sont intervenus en fait dans le documentaire et qu'on cite assez longuement dans le livre, c'est des gens qu'on fréquente depuis très longtemps en fait, et donc on s'est progressivement apprivoisé, etc. Même si le fait, on n'avait pas forcément anticipé que pour un espion, le fait de parler à la radio, par exemple, c'est pas simple du tout en fait. Parce que la voix peut être identifiée. Voilà. Alors donc tout l'épisode, dans toute la série, il y a un seul épisode où la voix est floutée. C'est un vétéran des services russes qui a vécu la chute le RSS, la chute du mur et l'après, et qui vit en exil. Et juste avant l'entretien, il y a 2 de ses anciens collègues qui ont été assassinés au Royaume-Uni, et donc on a flouté sa voix. Ce que vous mettez bien en avant à partir d'une approche transversale, ce sont les interactions entre le politique et le renseignement. Dans certains pays, les espions sont désormais au cœur, voire aux manettes de l'État. Quelles conséquences cela peut-il avoir sur la conduite des affaires internationales dans ces États ? Alors en fait, notre série et notre livre est pas du tout c'est vraiment les espions dans la société. Le but, c'est de comprendre l'interaction entre, comme vous le dites, l'exécutif et l'espionnage, c'est-à-dire de montrer que souvent les services de renseignement sont pas les types bizarres qui ont pas de nom au bout du couloir, mais qui sont des gens intégrés. Comment est-ce qu'ils s'intègrent dans la machinerie d'État en fait ? Et il y a évidemment 50 nuances d'espionnage, mais il y a en effet des pays comme la Russie, comme très longtemps l'Algérie, où en fait espionnage et exécutif, ça veut dire la même chose en fait, c'est-à-dire progresser dans les services de renseignement, c'est progresser dans l'exécutif, ce qui n'est pas le cas d'autres pays. Le plus frappant dans cette série, c'est l'Allemagne, où qu'on a appelé les espions honteux, parce que c'est vraiment ça en fait, c'est probablement les espions les moins fanfarons et les plus contrôlés qu'on a pu rencontrer dans ce voyage. Mais en fait, voilà, l'idée c'était de montrer que l'espionnage était presque plus qu'une fonction de l'État, c'était quelque chose qui des fois informait l'État tout entier. On a dans la série, on a l'ancien chef de station du MI6, donc les services de renseignement extérieur britanniques, en Chine, puis à Hong Kong, donc quelqu'un qui a vécu 15 ans en Chine en tant que opérationnel du renseignement, et qui vous dit très clairement, en fait, la Chine c'est un État espion. C'est pas un État qui espionne, c'est un État espion en fait. Et on pourrait dire la même chose de la Russie. C'est un point qui est parfois négligé, mais un grand prestige entoure cet univers, tout du moins dans certaines sociétés, notamment en Grande-Bretagne, vous en parliez à l'instant, ou en Israël. Dans quelle mesure ces représentations, cette place dans l'imaginaire social est façonnée par la fiction, notamment ces dernières années par les séries ? Alors, elle l'est très largement. Ce qu'il faut bien voir, c'est que la fiction a toujours été un vecteur d'action pour les services de renseignement, que ce soit voilà. Et et c'est très la France à cet égard, par exemple, est un exemple vraiment intéressant. Jusqu'aux années 90. Tous les directeurs de la DGSE ont essayé en fait de faire exister leur service dans la fiction. Alors pendant très longtemps, la DGSE a eu un espèce de
partenariat avec cet écrivain qui s'appelait Gérard de Villiers, dont les livres étaient très bien informés. Voilà, enfin en tous les cas qui aimait le dire, même si c'était pas toujours le cas. Mais vous voyez, c'était un truc un peu cheap quand même. Et dans les films, par exemple, les espions français, c'est systématiquement des pitres. C'est le grand blanc avec une chaussure noire, c'est les barbouzes. On est très loin de False Flag, The Spy, Téhéran pour les séries israéliennes ou américaines très récentes diffusées. Exactement. Notamment sur Netflix. Sauf le Bureau des légendes, auquel la DGSE a très étroitement collaboré. Continuons à parler d'Israël. Je vois que le temps file. Vous soulignez une singularité. Le Mossad suscite crainte et admiration, écrivez-vous, y compris parmi ses ennemis. Comment s'articulent les opérations de terrain, parfois spectaculaires? On l'a vu probablement, je mets beaucoup de conditionnels, mais dans l'élimination il y a 2 semaines de l'ingénieur nucléaire iranien Mohsen Fakhrizadeh et les cyberattaques, Alors en fait, pendant assez longtemps, les cyberattaques, tout le piratage d'État, en fait, disons les choses comme elles sont, était en effet l'œuvre du Mossad, mais en fait, aujourd'hui, c'est beaucoup plus l'œuvre du renseignement militaire, en fait. Une des 3 personnes qu'on interroge, Aman, donc le service Aman. Une des 3 personnes qu'on interroge dans la série, c'est un ancien membre d'un service qui officiellement n'existe pas, qui s'appelle l'unité 8101. Et pas 8200. Et pas 8200, qui est l'équivalent 8200, mais pour le renseignement militaire. Et en fait, c'est quand même là le laboratoire du piratage du renseignement israélien. Avec beaucoup d'interactions avec les industries technologiques. Alors ça, c'est un vrai sujet. Quelques secondes. C'est en fait Israël est un des très rares pays qui a su transformer son savoir-faire en matière de renseignement technique, mais aussi j'allais dire de service, en industrie en fait. Et qui est un vrai vecteur d'influence. Merci beaucoup Philippe Vassier d'avoir été mon invité. Je rappelle le titre de votre riche et passionnant ouvrage coécrit avec Pierre Gastineau, Conversations secrètes, le monde des espions, paru chez Fayard en coédition avec France Culture. Je vous le conseille très vivement. À bientôt sur Radio J. Merci beaucoup.